Ah, Hey, Oli, quoi? est-ce qu'on peut dire ton secret olympique? Ah, je sais pas, c'est pas encore confirmé, là. T'as-tu signé quelque chose? Non. Ah, OK. Ah, ben, ouais, non. Fais attention. OK, comment on commence ça? Parle-moi donc de ta semaine. La semaine dernière, j'avais parlé de ce qui s'était passé sur les campus américains, les manifestations pro-palestiniennes. Oui. Puis je pense que je finissais en disant quelque chose du genre « Et qui sait, ça va peut-être s'étendre. Ah, » Ça s'est étendu. attends. Parce que Est-ce que la tu semaine savais dernière, c'était quelque pas... chose qu'on ne savait pas? Je suis allée à McGill voir ce qui se passait. Lundi dernier, quoi? Ouais, lundi dernier. Puis, tu sais, à Arad, on a un peu un mandat de faire la nouvelle un peu différemment. Tu sais, RDI couvrait en temps réel presque toute la journée ce qui se passait, mais personne n'était rentré dans le campement. Ben, il y a une raison, moi, je pense, hein, peut-être. C'est quoi? Ben, j'avais l'impression que peut-être que les journalistes n'étaient pas les bienvenus. Ah non, les journalistes étaient tout à fait pas les bienvenus, là. Ah, OK. Mais moi, je suis arrivée là en me mode- disant, moi, je vais les convaincre de rentrer. Et donc, j'arrive là, je suis comme, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, mais... Mais comment tu cognes sur une tente? Ça fait quoi? Ça fait... Je cogne, bon, de façon symbolique. Je leur demande, « Hey, est-ce que c'est possible de rentrer? Mhm. Ils disent, « Non, journalistes sont pas admis. » Là, je suis comme, « Ouais, mais... » Mais... Ils sont comme, « Non, non. » J'étais comme, « Bah, c'est... Ben, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques. Et là, comment te dire que T'as-tu j'ai commencé à y passé... réciter une fable, quelque chose? C'est la seule stratégie que j'ai pas employée. Puis tu sais quoi, ça aurait peut-être pu Fonctionner? fonctionner. Pourquoi? T'as fait quoi? C'est quoi tes autres stratégies? Je ne te niaise pas quand je te dis que j'ai passé environ 4-5 heures à tenter ma chance. 4-5 heures. 4-5 heures à attendre. Quelqu'un me dit, OK, je vais te chercher quelqu'un de l'organisation pour, tu sais, peut-être discuter. La personne ne revenait jamais. Et j'ai croisé un fan de Qu'est-ce qui se passe, Hein? Théo, s'il nous écoute. Puis il est comme, Hey, j'écoute Qu'est-ce qui se passe. Je suis comme, Hey, connais-tu quelqu'un à l'intérieur du campement qui pourrait m'aider à rentrer? Alors, j'étais vraiment comme, tu sais, dans ma mission. Uh-huh. Et mon Dieu, j'ai fait des appels, j'ai cogné à des tentes, il n'y a rien qui se passait. Ça a été Ça n'a pas fonctionné, t'as pas réussi à parler à fructueux. personne. Non, mais en même temps, ils veulent pas que les gens entrent parce qu'ils ont peur de représailles, que des gens puissent être identifiés, que McGill / la police sache comment ils sont organisés, tout ça. Donc, eux, c'est leur logique derrière l'interdiction. Mhm. Donc, si je comprends bien, l'intro cette semaine, c'est toi qui me racontes ta vie. Non, mais c'est vrai, je me livre beaucoup, mais professionnellement, sur mes tentatives journalistiques ratées. D'ailleurs, si vous êtes à l'intérieur du campement à McGill, juste m'appeler. Mon numéro va être au bas de l'écran. Le numéro de pagette de Juliette. Oh non! Le numéro de pagia de Julia va circuler au bas de l'écran. Tu parles de... Je sais de quoi tu parles. Ah, c'est vrai que tu sais de quoi je vais parler. Parce que je voulais en parler. Puis tu sais quoi, Puis que t'as Olivier? été plus rapide que moi. Mais de quelques minutes Secondes, je à dirais. peine, parce que j'ai ouvert mes réseaux sociaux en sortant de réunion mardi, puis là, je tombe sur un tweet de Althea Raj, qui est journaliste au Toronto Star, qui écrit « We will remember this day in the history books. » On se Nous nous souviendra souviendrons de ce cette jour journée dans les livres d'histoire. On d'histoire. n'a pas du tout eu la même traduction. Nous nous souviendrons de cette journée dans les livres Dans les d'histoire. livres d'histoire. Nous rappellerons. Nous. Cette Dans journée les livres. restera dans le... Ça, on peut passer des heures de même. Honnêtement. OK, on la sait-tu? Genre, jusqu'à temps qu'on l'ait les deux OK, ensemble vas-y. en même temps? On Cette se journée souviendra- passera. On se souviendra de cette journée dans les livres d'histoire. There you go, Queen. All right. Thanks, King. Mother. Mother. J'ai expliqué à Oli que mother, c'est un terme issu du vocable queer pour dire que quelqu'un était comme légendaire. Et là, il essaie de l'intégrer et on y va pas à pas. Tu trouves pas que c'est approprié? Mother! OK. Donc, Althea Raj qui pense que cette journée va être dans les livres de l'histoire. On n'a même pas dit de quelle Ben oui, journée c'est elle ça. parlait. Ça fait comme 3 minutes qu'on est dans le sujet puis on sait pas de c'est quoi on ridicule. parle. Elle parlait de l'expulsion de Pierre Poilievre, qui est leader de l'opposition officielle et chef conservateur de la Chambre des communes. Oui. On pourrait décrire la scène, mais je pense que mieux vaut l'écouter. On va écouter la scène. Crème, c'est bien... Quand va-t-on mettre fin à cette politique de taré venant de ce premier ministre cinglé? Donc, Ce terme doit être retiré, c'est considéré comme non parlementaire. Je remplace taré par extrémiste. Je peux le remplacer par radical. Non, je ne vous demande pas de le remplacer.
Moi, je salue les traducteurs qui travaillent en direct À la Chambre des communes. à ouais. Radio-Canada. Non, ça, c'est celui de Radio-Canada. C'est Jean Bisping. On le salue. Et on le salue. Et il a traduit le terme wacko de 2 façons différentes la première fois qu'il l'a traduit. Il a dit taré et cinglé. Et je pense que ce qui est resté, c'est cinglé, non? Ça a presque autant fait parler que la nouvelle elle-même, Oui. la traduction Ben du oui. terme wacko. Puis on notera dans l'extrait que le président de la Chambre demande à Pierre Poilievre de retirer ses Ouais. propos et il en rajoute à plusieurs reprises. C'est ça qui a causé l'expulsion. On dit pas wacko une fois puis on se fait sortir. C'est plus complexe que ça. D'ailleurs, il n'y a pas de liste de mots proscrits à la Chambre des communes comme il y a à l'Assemblée nationale, mais c'est un peu à la discrétion du président. Dans ce cas-ci, c'était considéré comme une attaque personnelle. Quiz. Quels Oui. sont les mots bannis à l'Assemblée nationale? Je sais pas, il doit en avoir. Il y en a combien? Journal de Québec. 86 expressions un peu ridicules interdites à l'Assemblée Wow, nationale. vas-y donc. Alors, ça commence par accepter une enveloppe brune, Ah ouais. aigrefin, Aigre fin. avoir détroussé les Québécois, bandit, entre parenthèses, quelle gang de... Non, moi, je suis encore sur aigre fin, honnêtement. C'est quoi? C'est pas un poisson, ça? Ça, c'est l'aigle fin. Boucher de Charlebourg, Non, ben non. capitaine bonhomme, en parlant du premier ministre, clown, cabochon, yes man également est interdit. On n'en dit pas plus sur yes mecan. On vous tient au courant la semaine prochaine. là. C'est... OK. Ça, c'était Non, dans c'est... l'échelle du boomerisme de la blague. C'était haut. C'était haut. Haut placé. C'était haut. Toujours Euh, plus haut. Un peu plus haut. T'as même pas dit les bonnes paroles. Ah, ça part comme ça. Bon, ça a fait beaucoup jaser parce que ce serait la première fois, du moins en 30 ans, qu'un leader de l'opposition officielle se fait expulser de la Chambre des communes. Il y a eu d'autres expulsions par le passé de parlementaires, mais jamais le chef de l'opposition officielle. Il faut dire que, outre l'expulsion de Poilievre, toute la période de questions était complètement chaotique. JP Tasker de la CBC a dit que c'était facilement une des périodes de questions les plus nasty dont il a été témoin dans sa carrière, les plus bordéliques, les plus Nasty, c'est sale. C'est sales. Ouais. Bref, ça criait d'un bord comme de l'autre. Ça s'accusait de toutes sortes de choses. Ce qui a semblé inquiéter Chantal Hébert à l'émission Tout un matin, qui disait qu'elle a été témoin de plusieurs débats enflammés et moments très tendus à la Chambre des communes, qui est un lieu de débat, rappelons-le, mais jamais rien de cette nature. Ça, c'est revenu beaucoup dans les analyses, le caractère sans précédent de cet événement-là, et pour plusieurs raisons. La première. Ce serait un comportement sans précédent en ce qui a trait au respect des institutions politiques canadiennes. Parce qu'habituellement, les politiciens se conforment aux avertissements du président de la Chambre, évidemment par respect pour l'institution, mais aussi parce que ça peut être mal vu par des électeurs d'être expulsés ou réprimandés, surtout si c'est à répétition. Tu te souviens peut-être du, pardonnez mon langage, du « fuck you Simon » que Alexandre Leduc de Québec solidaire avait lancé à Simon Jolin Barrette de la CAQ l'an dernier. On est dans une autre chambre. On est dans à une autre Québec. chambre, on est à Québec. Lui, il n'avait pas été expulsé, mais il s'était excusé rapidement sur X. Tout ça pour dire que dans le cas de Poilievre, la réaction a été tout autre. Non seulement il ne s'est pas excusé, mais il en a aussi rajouté en tweetant, et c'est ma traduction, « Aujourd'hui, le président libéral de la Chambre m'a censuré pour avoir dit que les politiques de Trudeau en matière de drogue dure étaient cinglées. » Pour moi, c'est un des aspects marquants de cet événement, parce que c'est une des premières fois où, pour un leader de l'opposition, c'est payant politiquement de briser les règles. Puis ça lui permet de plaider la censure et de critiquer un supposé biais libéral du président de la Chambre. Ça, c'est pas la première fois que ça revient dans le discours de Poilievre. C'est juste qu'on ne sait pas si ça va être payant politiquement. Ça fait partie de son ADN, ça fait partie du personnage politique qu'il est, de s'opposer aux institutions. Reste à voir comment ça va être reçu par monsieur, madame, tout le monde, parce que là, c'est la Chambre des communes. C'est l'endroit où les décisions sont prises, où elles sont débattues au Canada. Et là, c'est un peu un pied de nez à l'institution, un manque de respect, d'une certaine façon, face à cette autorité-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les heures d'après, des deux côtés de la Chambre, donc autant du côté des conservateurs que du côté des libéraux, les deux ont pensé que cet C'était événement-là avantageux pour eux. était susceptible de leur faire gagner des points et ont lancé des campagnes de financement sur cet événement-là, où ont profité de cette accroche-là pour promouvoir leur campagne de financement. Oui, parce que Trudeau fait un peu figure de bon élève plus modéré, alors que Poilievre, lui, fait plutôt figure du politicien qui se tient debout pour ses convictions, peu importe ce que ça lui coûte. Puis ça peut parler à un certain électorat, mais c'est vrai que pour les plus modérés, ça peut être autre chose. Puis
l'événement a mis en lumière autre chose. C'est ce que l'analyste Christian Dufour appelle l'importation des mœurs politiques américaines dans la politique canadienne. Le commentateur politique Antoine Dionne-Charette à Zone Info va dans le même sens quand il parle d'accent de Trumpisme. Faut évidemment faire attention avec les comparaisons, là. Ils ne sont pas comparables en tout point, Trump et Poilievre. Mais il y a des similitudes, notamment, tu le disais, dans leur discours anti-système, dans leur critique des institutions. On se souviendra que Poilievre a souvent critiqué les médias. Il ne donne plus d'entrevues à la CBC. Puis récemment, il est allé voir des supporters à qui il a dit que tout ce que Trudeau disait de A à Z, c'était, et je le cite, de la bullshit. Donc ça, de dire qu'un premier ministre ment sur toute la ligne, ça aussi, ça aide pas pour la confiance envers les institutions. Mais Chantal Hébert rappelait quelque chose d'intéressant. Ça peut aussi faire en sorte que certains électeurs décrochent. Mm-hmm. Si le débat est trop chaotique, si on parle pas du sujet de fond, si on finit par juste régler des chicanes puis s'envoyer des insultes par la tête, il y a peut-être des gens qui, aux prochaines élections canadiennes, vont rester chez eux. Donc, ce genre d'événement peut avoir l'air banal en soi, mais ça pourrait avoir des impacts, si ça se continue à long terme, sur la démocratie canadienne, carrément. Ouais. Voilà pour mon sujet. OK. Julia? Québec a enfin déposé sa stratégie de protection du caribou. Et qu'on l'attendait, et que tu l'attendais, celle-là. Ben, voilà. Elle a été promise depuis 2016. Elle a été reportée à de nombreuses reprises. Le fédéral est même intervenu dans le dossier pour exiger qu'elle soit déposée au plus tard le 1er mai. Le 1er mai, c'était mercredi, mais ça a été déposé mardi, la veille du 1er mai. Mais comme c'était le même jour que l'expulsion de Pierre Poilievre, le même jour où Gabriel Nadeau-Dubois s'est absenté de l'Assemblée nationale parce qu'il était ébranlé par la lettre de démission de l'autre co-porte-parole de Québec solidaire, eh bien, ça a été victime d'une mini-éclipse médiatique. C'est tellement gênant. Rachel, t'as approuvé ça? Oh! Personne n'a approuvé ça. OK, merci, ça me rassure. J'avais conservé mes lunettes et donc, une fois l'éclipse passée, j'ai été en mesure de voir les autres nouvelles. Non, celle-ci. Non, OK. C'est excellent. La devise de Keski, c'est « On te décrypte la une », mais on te décrypte aussi des fois la page 12 parce qu'on estime que ce qui a été publié en page 12 aurait dû être publié en une. Eh bien, aujourd'hui... C'est ça, notre devise, c'est bien long. T'étais pas là quand on a décidé de ça? Notre devise, c'est « Des fois, l'information, c'est pas exactement... » Puis après ça, des fois, tu n'as pas le temps de te suivre, puis c'est le fun. C'est ça, voici devise. La page 12 contextualisée. En fait, pour être plus précis, c'était en page 15 dans la presse mercredi matin et en page 18 dans le Devoir. Je sais ce que tu vas me dire, Julia. Tu l'as dit un peu tantôt, d'ailleurs. On s'en fout du caribou, Olivier. À quoi ça sert, cet animal, à part orner nos pièces de 25 sous? De surcroît, à une époque où plus personne ne traîne de la monnaie. Je pensais que tu allais dire orner nos salons. J'étais comme, wow! Non, ça, c'est des orignaux. Julia, je te dirais que non, on s'en fout pas du caribou. Le caribou, c'est le canari dans la mine de la biodiversité de certaines forêts du Québec et du Canada. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'espèce visible d'un déclin beaucoup plus large. Quand on observe une diminution d'une population de caribous à cause de la dégradation de son habitat, qui sont les forêts anciennes, bien, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a plein d'autres espèces moins visibles qui disparaissent également. Et donc, se foutre du caribou, c'est se foutre de la biodiversité. Et se foutre de la biodiversité, c'est se foutre de la vie sur Terre. Julia. Mais je veux juste dire publiquement que j'adore la biodiversité, toutes ses formes, là, puis que voilà. Là, alors, sans plus tarder, Julia, point de mire sur le caribou. Oh, j'adore point de mire. Dans ce studio, une équipe de Radio-Canada va tâcher cette encore, à l'aide d'images, de cartes géographiques, de tableaux noirs et de tous les moyens du bord, de jeter un coup d'œil sur les principaux Est-ce que les gens savent c'est quoi point de mire? D'ailleurs, en faisant de son mieux à tout le moins pour ne pas les obscurcir davantage. Ben, le micro. Et cette fois-ci encore, pour vous trop... accompagner à travers ce labyrinthe hebdomadaire, voici René Lévesque. Olivier Bourmas. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est drôle. Point de mire, c'est l'émission de René Lévesque à Radio-Canada. Quelle légende. Voilà. Et il décortiquait des sujets à l'aide d'un tableau et en fumant une clope. Malheureusement, j'ai demandé à Luce hier, c'est pas permis. Le Julien, c'est notre boss, il faut dire aux gens. C'est l'époque qu'Olivier a connue, en fait. Ah oui, t'as connu. Point de mire. Ben moi, j'étais rédacteur pour Point de mire. OK.
Oh, Alors, Julia, non. bienvenue à un cours de Caribou 101, ma chère Julia. T'es prête? J'hallucine. L'état des lieux est le suivant. Au Québec, il y a 13 populations de caribous. Là-dessus, 11 sont à risque de disparaître. C'est pas l'idéal. Maintenant, Julia, il y a 3 populations dont on parle plus souvent que les autres parce qu'elles vont particulièrement pas bien. La population de Charlevoix, ici. Le caribou a disparu complètement de la région de Charlevoix dans les années 20. Il a été réintroduit à la fin des années 60, début des années 70. Sauf que là, ça va pas très bien. Ils sont aujourd'hui une trentaine environ et ils sont détenus depuis l'hiver 2022 en captivité parce qu'ils ont été de très méchants caribous. Non, mais non. C'est parce qu'ils ont... Oli, t'es hors de contrôle. Aidez-le, C'est quelqu'un. surtout pas très drôle. Hier, ça rentrait plus au poste quand je l'ai fait à la maison. Là. Je sais pas comment te dire. C'est parce qu'ils ont le malheur de se faire manger par des prédateurs et donc on veut les protéger. On les met en enclos. Autre population au sud du Saint-Laurent. La seule qui est au sud du Saint-Laurent, c'est la population de la Gaspésie. Il s'agit d'un caribou montagnard, donc qui se tient dans les montagnes. Matane. Plutôt dans le parc national de la Gaspésie, disons. Hein. Ça va pas très bien là non plus. Hein? Ben, c'est le thème commun de ces 3 populations-là. Ils sont rendus seulement 25, un déclin assez rapide puisqu'ils étaient autour de 75 en 2017, l'année où je les ai observés au sommet du Mont-Albert. C'est beau le Québec, hein? Le Saint-Laurent, Ça donne un petit accent, Notre ce concept. Saint-Laurent. Ouais, notre Saint-Laurent. cool dans notre Dans nos corps, veines, comme ouais, les ouais, veines dans, Ouais. dans le corps d'un pays à construire. David Goudreau est demandé à sa chambre, s'il vous plaît. OK. OK. Ici, il y en a 25. Sur les 25, il y en a 13 qui sont en captivité depuis quelques mois seulement. C'est la 2e année qu'on essaie ça. C'est des femelles en âge de procréer, d'avoir des enfants. On les protège quelques mois pour qu'elles donnent naissance dans un endroit sécurisé à l'abri des prédateurs. Sauf que l'an passé, aucune des 6 femelles n'a produit d'enfants. Là, Bon. cette année, on dit « Let's go les filles, soyez un petit peu plus productives. Allez, hop, les femelles de la Gaspésie, un petit effort pour la patrie. » Peut-être qu'elles ont envie d'aller sur le marché du travail puis qu'elles veulent pas rester à la maison, les femelles. C'est pour ça qu'on leur fait un CPE, là. Let's go! Le Let's CPE go. de Matane. Let's go, faut repeupler. Des efforts de repeuplement. Et la 3e, et là, ça va vraiment pas très bien, c'est en Abitibi, dans le bout de Val-d'Or. Ils sont 9. Hi. Ils sont dans un enclos depuis 2020, depuis le début de la pandémie. Eux autres, ça va bien aller, restez chez vous. Ils ont pris ça au pied de la lettre. Ils sont encore en train de se faire du pain et des kombucha. Non. Oli, c'est le comédien. Honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un plan de repopulation de la Harde de Val-d'Or. Alors, on voulait faire venir des caribous d'ailleurs, des caribous avec d'autres mœurs, d'autres coutumes. Toutefois, ça a été mis sur la glace. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a pas mal qui sont dans des enclos. Combien de temps seront-ils dans des enclos? Qu'est-ce qu'on va faire après pour les protéger si jamais on les sort des enclos? Il n'y a pas de plan clair. En fait, Julia, il n'y avait pas de plan clair avant mardi dernier. Tu veux pas savoir c'est quoi le plan? Mais c'est quoi donc le plan? Wow, Julia, pas tout de suite. T'es donc bien pressée, voyons. Une chose à la fois. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe avec le caribou pour qu'il n'y ait pas bien de même. Alors, c'est assez simple. Je te résume ça grossièrement. En gros, la maison du caribou, c'est les forêts anciennes. Les forêts anciennes sont menacées par l'exploitation forestière. Quand tu n'as pas de maison ou une maison un peu maganée, c'est pas des bonnes conditions de vie. Pas des bonnes conditions de vie, moins de vie. Des questions? Non, ce sera tout, merci. Parfait. Wow! Quand on exploite la forêt, on la rajeunit. Les forêts anciennes, c'est le garde-manger et le lieu de vie des caribous. Ils mangent du lichen puis sont protégés par des forêts anciennes. Quand on les coupe, on rajeunit la forêt. Et ça devient la cafétéria d'un autre groupe d'animaux. Les orignaux, les chevreuils arrivent pour se payer un petit snack. Mais qui est à leur trousse? Le loup. Non, pas les mimes. Non, ça, je refuse. Ça, là, je trace la ligne. je trace la ligne. Ça fait quoi, un loup? Ah, ouh! Non, ça, c'est non. Ça, c'est cancel. Ça ira pas là. Donc, le loup qui suit l'orignal et le chevreuil, tout à coup, il fait « Oh mon Dieu, une autre proie! Le caribou. » Et en plus, il peut la chasser plus efficacement parce que dans un territoire où il y a de l'exploitation forestière, il y a des chemins forestiers qui sont comme pour que la machinerie passe, mais ça devient des autoroutes pour que le loup puisse chasser le caribou. Et donc, le caribou, ben quoi, ça va pas très bien de ce temps-ci. Hein? Donc voilà, c'était
Point de mire sur le caribou. Mais c'est pas terminé. Hein. Ah, OK. Mais non, mais... On arrive finalement à la nouvelle. Mais non, mais de quoi? Ah oui, c'est vrai, on n'a même pas parlé de la nouvelle. C'est qu'il y a eu un plan qui a été présenté mardi, Ben oui. Julia. Ah, t'enlèves le tableau carrément? Je pense que oui, à moins que tu veux. Alors, le plan que Québec a présenté mardi dernier, on s'attendait à une stratégie nationale. On a plutôt eu droit à des plans régionaux, principalement pour les hardes de Charlevoix et de la Gaspésie, mais rien pour la dizaine d'autres hardes. Est-ce qu'on va avoir un plan un jour? Peut-être. Quand? On ne le sait pas. Les plans consistent à restaurer des habitats prioritaires du caribou, sauf que ça se fait pas très rapidement. Là. Recréer des forêts anciennes, ça se fait pas en criant chainsaw, hein, comme on dit dans le milieu. Assurer la protection... Ah, le rythme n'était pas là. Non. Quand c'est écrit puis que le delivery J'en n'est pas là. reviens pas le nombre de jokes que t'as rentrés. Donc, restaurer les habitats prioritaires du caribou, assurer la protection légale des territoires ciblés, encadrer les activités et les usages de ces territoires-là, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire, assurer un contrôle des prédateurs et accentuer le suivi des populations, ce qui a fait dire à certains experts du caribou que c'est un petit peu la poursuite de ce qui se passe en ce moment. C'est rien de révolutionnaire. C'est la poursuite du statu quo. Mais c'est ça. Quelles vont être les limites de ces territoires-là? Quelle sera leur superficie? Qu'est-ce qui sera permis ou interdit sur les territoires? On ne le sait pas encore parce qu'il va y avoir des consultations avec les Premières Nations et les communautés concernées jusqu'à la fin du mois de juillet. Ce plan-là, qui est donc un peu vague, s'est attiré un bon nombre de critiques, notamment du fédéral, qui a dit que le plan était incomplet, trop peu ambitieux, a dénoncé que plusieurs populations ne fassent pas l'objet d'un plan. Les experts du caribou aussi ont critiqué le plan. Alice Anne Simard, qui est directrice générale de Nature Québec, a parlé d'un devoir incomplet remis en retard, une critique qu'on pourrait qualifier de scolaire. Le gouvernement est en train de signer l'arrêt de mort des populations de caribous particulièrement vulnérables. C'est encore elle qui dit ça. Je te disais que c'est un dossier important, le caribou, parce que c'est le symbole de la biodiversité. Mais c'est aussi un dossier très parlant parce que la survie des hardes de caribous, ça exprime un point de tension qui est au centre de la survie de notre espèce, en fait, de l'espèce humaine. C'est la préservation de la nature versus le développement économique. Comment est-ce qu'on allie tout ça? Où est-ce qu'on trace la ligne? Alexandre Shields, journaliste au Devoir, révélait que le document de consultation indique que le gouvernement pourrait continuer à permettre l'exploration et l'exploitation minière ainsi que l'exploitation forestière dans les territoires protégés. Et donc, la question qui se pose, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt à sacrifier ou à repenser le développement économique au profit de la préservation du vivant? Et la question, elle n'est pas encore répondue, Julia, de toute évidence. Ben, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai pas payé pour ça. Gratuit. Combien t'aurais payé? Oh, pas cher, mais j'aurais payé. Contribution volontaire. Oui. Là, c'est sûr, tu as mis la barre haute, puis je préfère te proposer un quiz pour passer à mon sujet. Le quiz, c'est... Le quiz qui se passe. Le quiz qui se passe, c'est... Ça nous prend un jingle pour ça. À quelle heure, hier soir, j'ai changé de sujet parce que Rachel m'a proposé un truc qui était vraiment meilleur que mon sujet d'avant. 20h37. Hey, c'est comme presque exactement ça. Ah! Ça devait être autour de 8h30. J'avais envie de te parler d'une super pop star du nom de Billie Eilish. Elle a récemment annoncé sa nouvelle tournée mondiale Hit Me Hard and Soft qui va débuter le 29 septembre à Québec. Sa tournée fait déjà beaucoup jaser parce que d'une part, elle vient pas à Montréal. Il semblerait que le Centre Bell était pas disponible dans il y avait comme des spectacles de Disney sur glace. Montréal? Non, c'est pas ça. J'adore Disney sur glace. Ouais, c'est incroyable. Je suis déjà allé récemment. C'est vrai? Oui, récemment. T'as vu quoi? En 2016. Ah, ça, tu sais que t'es rendu vieux quand tu dis récemment, puis c'est comme il y a 15 ans. Mais il y a de plus en plus d'artistes internationaux qui boudent Montréal. Hein? Je sais pas c'est quoi leur problème. Bien, là, dans ce cas-ci, c'est le Centre Bell qui n'était pas disponible pour les dates proposées par l'artiste. Bon, il y a aussi le fait L'Alizé Bar et Spectacle sur Ontario, ça roule. Elle ne pourrait pas aller au fouf. Ça serait fou. Ce qui a, moi, attiré mon attention parmi tout ça, c'est ce qu'elle a exigé dans les salles de spectacle qu'elle allait visiter. Et là, on n'est pas dans le genre de demande à la Beyoncé qui veut que sa loge soit exactement 78 degrés ou à la M&M qui exige des... Je savais ça, je ne pourrais pas le dire sans là. Je savais que je ne me rendrais pas. Qu'est-ce qu'il exige? M&M qui exige des grosses crevettes jumbo fraîches avec de la sauce cocktail, beaucoup de citron et 22 canettes de Red Bull.
Yo, ça, c'est mon boy. Lui, il est parti du hood de Détroit à demander des grosses crevettes jumbo fraîches. Il mentionne grosse crevette jumbo. Fraîche, Ça? c'est immense. Ça, pour moi, c'est ça, la réussite. Et toutes ces informations sont tirées d'un article du Business Insider de 2012. Et il y a plein Ben, d'autres peut-être demandes de stars. 2012. Il a peut-être que changé ses demandes. Peut-être qu'elles sont encore plus grosses, les crevettes, maintenant. Billie Eilish, elle n'est pas là-dedans. Elle a fait 3 demandes. Les voici. Aucun plastique à usage unique, toujours dans les salles de spectacle. Option de nourriture végane et collecte de déchets sélectifs, donc recyclage et tout ça. Billie Eilish, ça fait quand même plusieurs années qu'elle milite pour le climat, donc de toute sorte de façon, mais c'est comme une étape de plus. Puis ça a forcé le Centre Vidéotron à revoir ses façons de faire, à revoir son offre. Donc, je pense que ça a eu l'effet désiré. Ils font pas légion, les artistes qui font ce genre de move-là. Il y avait eu le groupe britannique Coldplay qui avait annoncé en 2019 qu'il ne ferait pas de tournée tant qu'il n'aurait pas trouvé une façon de le faire de façon carboneutre et éco-responsable. Finalement, ils sont quand même partis sur la route en 2022, mais en ayant réussi à réduire leurs émissions de CO2 de 47 % par rapport à leur tournée précédente. Tu sais, on a beaucoup discuté du poids des riches et du poids des plus puissants dans la crise environnementale. Puis là, c'est des exemples de personnes influentes qui décident de faire leur part. Je le rappelle, l'an dernier, Oxfam publiait un rapport qui révélait qu'en 2019, les 1 % des plus riches, donc 77 millions de personnes dans le monde, étaient responsables de 16 % des émissions mondiales liées à la consommation. Écart marqué entre la consommation des riches et la consommation des plus pauvres. Puis sûrement que tu entends ça autour de toi aussi, là, mais moi, j'entends beaucoup de gens qui se disent un peu tannés de faire leurs petits efforts de leur côté, les pailles en carton, le compostage, le transport en commun, tout ça. Puis après ça, tu apprends dans les nouvelles que Taylor Swift vient de vendre son 2e jet privé. Puis Oui, effectivement, les gens sont tannés de ça. Ça me surprend toutefois des gens de ta génération. Hein. qui, quoi, sont Ben, plus individualistes que jamais. Ben non, mais on vous croyait impliqué pour le climat, préoccupé. Oui, mais justement, peut-être que l'implication prend d'autres formes, dont la forme d'exiger des plus puissants qui fassent leur part. Puis là, Billie Eilish donne un exemple d'une des façons de le faire. Et qui sait, peut-être que d'autres artistes lui emboîteront le pas. Très bonne nouvelle. Bien, parce qu'il y a le fait de réduire les émissions concrètement, mais aussi de donner l'exemple puis d'inspirer d'autres. Ça aussi, ça peut avoir un impact. Un peu comme la ville de Prévost, dans les Laurentides. Allez voir le reportage de Pascal Harrison-Julien sur la ville de Prévost. C'est sur notre YouTube. C'est tellement bon. Des fois, on dit que les journalistes mettent seulement l'accent sur les choses négatives. Dans ce cas-ci, ça dément toutes les accusations. C'est formidable. Moi, j'ai écouté ça dans un état jubilatoire. Pour utiliser le mot le plus galvaudé de l'histoire, Vas-y. inspirant. C'est vrai que ce l'est. Inspirant ou galvaudé? On dégalvaude le terme inspirant juste pour ce moment. Aujourd'hui, Puis on peut juste opération- le regalvauder. Parfait. Julia. Julia, Yes, sir! as-tu entendu parler de la grande migration idéologique aux États-Unis? Non, pas du Non. tout. Tu sais, quand on parle des États-Unis, on parle souvent du climat politique qui est plus divisé que jamais. Ouais. Bien, c'est rendu qu'il y a des gens qui déménagent pour se retrouver dans des villes qui sont plus alignées avec leurs idéologies. Wow! C'est un article du New York Times qui a été traduit dans la presse qui relate cette tendance-là. L'article se penche principalement sur des républicains qui quittent des États bleus, là, des États démocrates, pour rejoindre des États ou des villes rouges. Il y a même une agence immobilière spécialisée qui s'appelle Conservative Move pour aider les conservateurs à déménager dans des villes républicaines. Wow! Sur le site web de la dite agence, on peut lire « Si votre ville n'a plus de morale et de valeur, il est peut-être temps de déménager. » Vendeur, non? Ben, ça a le mérite d'être clair. En tout cas, Puis ça se voit pas dans l'autre sens. cet Pour article-là l'instant- observe cette tendance-ci. Selon des agents immobiliers, cette vague-là touche principalement des conservateurs sociaux, des conservateurs religieux, donc opposés à l'avortement, opposés au soutien des droits des personnes Ouais. trans. La nouvelle vague là, qu'on Ouais. voit beaucoup prendre de ou l'importance. opposés à la vaccination obligatoire, par exemple. L'article donne la parole à une femme du Minnesota qui habite au Minnesota. Sa famille est au Minnesota depuis 7 générations. Puis là, elle était tannée des politiques progressistes du Minnesota, puis elle a pris ses 3 enfants puis son mari, puis elle a déménagé en Caroline du Sud. Est-ce que c'est quelqu'un qui est affecté par ces... Tu sais, directement, parce qu'on peut s'imaginer, par exemple, une femme et il y a des politiques anti-avortement. Tu dis, ben ça m'affecte directement. Mais en quoi les républicains sont affectés directement
par les politiques progressistes. Cette femme-là racontait notamment qu'elle aime le nouveau comté dans lequel elle s'est établie parce que, à la bibliothèque, par exemple, certains livres sur l'idéologie de genre ont été placés dans la section pour adultes plutôt que la section pour enfants. Donc, elle y voit une façon de protéger ses enfants, d'une certaine façon. Il y a une autre femme qui prend le micro, qui a quitté la Californie. Tu sais, tu dis, est-ce que c'est des gens qui sont affectés? Mais elle a quitté la Californie parce qu'elle aimerait ça se faire des amis qui la jugent pas pour ses positions politiques, ses positions républicaines ou antisyndicales. En Californie, tout le monde y remettait ça d'en face constamment, était tanné, a pris ses clics puis ses claques. En résulte donc, Julia, un boom immobilier dans certains États, notamment la Caroline du Sud, où le poste de gouverneur et le Congrès de l'État sont républicains depuis plus de 20 ans. Le top 3, en fait, des États, selon Conservative Move, c'est le Texas, la Floride, la Caroline du Sud. Et ce que les gens vont chercher, en plus des voisins qui leur ressemblent idéologiquement, c'est souvent un État foncier qui est bas, mais aussi une image de la ville qui reflète un petit peu plus la loi et l'ordre, qui sont très chers aux républicains. Par exemple, dans le comté de Greenville, en Caroline du Sud, les agents immobiliers, quand ils recommandent la ville, ils n'hésitent pas à dire que c'est une ville où il n'y a pas de campement de sans-abri. Wow, c'est rien pour aider la polarisation, parce que si les gens sont plus capables de se parler puis quittent leur État parce qu'ils se font juger, ils sont plus capables d'avoir des points communs, tu sais, si c'est ça le cœur de la décision, ça en dit beaucoup sur le climat politique. Mais c'est ça, moi, ça l'exacerbe, c'est sûr. Mais c'est ça qui m'a frappé, moi, parce qu'on en a parlé autant comme autant de la polarisation aux États-Unis. On a montré du doigt les chambres d'écho, les fameuses bulles qui étaient créées par les réseaux sociaux qui font que tu es uniquement exposé à des gens qui pensent comme toi et donc qui renforcent ta façon de penser. Sauf que là, il restait le réel. T'sais. Il restait l'épicerie. Il restait l'aréna où tu vas regarder tes enfants jouer au hockey. Il restait la salle de sport. Il restait ton lieu de travail même. Il restait ces lieux-là pour entrer en contact et entretenir des liens avec des gens qui pensent différemment de toi. Sauf que, visiblement, même ça, c'est rendu trop confrontant. Puis je le comprends. C'est tellement plus agréable d'être avec des gens qui pensent comme toi. C'est tellement plus confortable aussi d'être dans une ville où les représentants locaux mettent en place des politiques qui te correspondent. Sauf qu'à force d'éliminer les espaces où on va vers l'autre, où on a des liens avec l'autre, j'ai l'impression que ça va finir par effriter un petit peu ce qui constitue le vivre ensemble. Puis tu parlais de la polarisation des chambres d'écho. Les chambres d'écho sont susceptibles d'accentuer, oui, la polarisation, mais aussi l'extrémisme. Fait que je me demande, une fois qu'elle se prolonge comme ça dans le vrai monde, là, dans le réel, ça va être quoi l'effet de ça? Oui, après, est-ce que c'est des mouvements de migration de masse? Est-ce que ça va se continuer? C'est ça. Puis ça coûte cher déménager, là. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de prendre ses clics puis ses claques puis sayonara Magedai, là, comme dirait l'autre. Ça, je pense qu'on va faire un mur des expressions. Puis celle-là est au sommet. Mais c'est pas de moi, là. Sayonara, c'est de qui? C'est dans Mommy de Xavier Dolan. C'est drôle, j'ai écouté en fait semaine. Mais oui, comme tu le dis, c'est pas un mouvement qui est documenté comme quelque chose de statistiquement significatif. C'est le début d'une tendance. Reste à voir si ça va justement devenir quelque chose de significatif de Sayonara Magedai massivement. Hey, on a ratissé large. On a ratissé large, on n'a pas fait jouer de jingle aujourd'hui. Est-ce qu'on finit... Moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu le tien. Est-ce qu'on pourrait finir avec ça? Le mien? Ben oui. Ah, c'est une bonne idée. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Donne-moi tout le nord, yo, je veux tout savoir. Matin de sa côte nord, se fond dans le décor. Politique ou sport, game de basketball. Dis-moi qu'est-ce qui... À bientôt. Nos billets de concert sont disponibles en ligne. C'est vrai. Et nous, on passe par Montréal. C'est un concert double. Ouais. On pourrait le présenter au Quai des Brumes. Ouais. Alors, en fait, c'est... Rap et récitation? Exactement. Aïe, Donc, on va être riche. Julia nous récite ses fables préférées. Moi, je chante ce 20 secondes de jingle-là. Il va falloir que tu composes autre chose. Oh, oui, peut-être des raps inspirés de fables. C'est une excellente idée, ça. Corbeau perché sur sa branche. Et on finit là-dessus. Ouais, non, merci, non, bonsoir. On y va même on va venir pas, là-dessus. J'ai toujours l'impression de me comme incruster dans ma chaise. Non, mais là, moi, je me suis mêlé avec mes fils en plus.